Madame, Monsieur, bonsoir et encore une fois, merci pour votre fidélité à la DRTV, à l'émission Son Détour, votre rendez-vous de tous les mardis. Aujourd'hui, nous allons parler médecine, mais plutôt santé publique, parce que nous allons nous intéresser à une pathologie que les Congolais ne connaissent pas trop, mais que nous allons peut-être avoir l'honneur avec nos invités d'essayer de le mettre à leur disposition. De quoi s'agit-il? Nous allons poser la question de savoir le cancer, une maladie de riches pour pays pauvres. Pourquoi maladie de riches pour pays pauvres? Nous allons essayer de disséquer cette thématique parce que on connaît la prise en charge pour le paludisme, pour le VIH-Sida, mais pour le cancer, c'est une maladie. Lorsqu'on y souffre, pour avoir des moyens d'y faire face, ce n'est pas évident. Voilà. On dit souvent, ça n'arrive qu'aux autres. C'est lorsque la maladie arrive chez vous et le cancer frappe à votre porte que vous posez 1001 questions. Comment faire? Vers qui se tourner pour recevoir aide et assistance? La seule issue qui vous reste, c'est le centre universitaire hospitalier, CHU en sigle, pour espérer une prise en charge ou sinon pour recevoir des soins appropriés. On aurait pu dire soins appropriés, point d'interrogation. Lorsqu'il s'agit du palu, la prise en charge et la gratuité sont effectives. Lorsqu'on parle du VIH-Sida, de la transmission du virus de mère à l'enfant, les dispositions sont prises pour minimiser autant que faire se peut les risques de contamination, y compris pour le traitement des malades atteints du VIH, dont les antirétroviraux sont disponibles et à portée de tous. Mais qu'en est-il pour le cancer? Les Congolais sont-ils au courant des dégâts causés par cette maladie ici au Congo? Pour la majorité des Congolais, le cancer est une maladie que l'on ne trouve que dans les pays riches et serait une maladie des riches, des gens fortunés, parce que seuls ceux qui ont les moyens financiers conséquents peuvent y faire face et s'y soigner facilement. La rumeur répandue dans l'opinion fait passer le cancer comme une maladie qui n'apparaît qu'à un certain âge, souvent à l'âge adulte, occultant le fait que cette désagrégation anarchique et incontrôlée des cellules de l'organisme n'épargne plus les enfants. Si l'on vieillissant accumule au cours du temps les altérations cellulaires, particulièrement génétiques, carcinogènes, les enfants et les adolescents ne sont plus épargnés. Pour avoir prématurément perdu sa fille des suites d'un cancer, un père éploré n'a pas hésité à créer la première fondation portant le prénom de cette dernière pour lutter contre cette maladie. La représentante de cette association est avec nous sur ce plateau. J'ai cité le docteur Judith Nsondé Malanda, qui nous dira un peu plus ce que fait sa fondation. Lorsque les familles sont démunies et dépourvues de moyens, parce que c'est souvent le cas, parce que les produits sont extrêmement coûteux, ou lorsqu'ils ne le sont pas, ces produits ne sont pas disponibles au Congo, il faut en commander à l'étranger. Délai d'attente, localisation des laboratoires qui fabriquent ces molécules, qui pour la plupart se trouvent à Dublin, en Belgique, en France, en Suisse, etc. Une fois localisés, ces laboratoires ne peuvent vendre ces produits qu'aux pharmacies d'hôpitaux et non d'officines. Ce qui fait que dans les pharmacies de la place, on ne trouve guère ces médicaments. Pharmacie vide à l'hôpital. Médicaments inexistants dans les pharmacies de la place. Que reste-t-il alors pour les parents et les malades qui attendent, si ce n'est attendre que mort s'en suive? Mais avant que mort s'en suive et le croque-mort rentre dans le jeu, ce sont les associations comme Association congolaise accompagnée qui récupèrent ces malades quasiment en fin de vie pour donner un peu plus de bonheur à leur fin d'existence, là où les pouvoirs publics et même les spécialistes n'ont pas réussi à faire mieux parce que dépourvus, démunis, manquant de moyens et parfois de structures d'accompagnement. C'est cette douloureuse réalité que nous avons voulu mettre à l'appréciation de l'opinion
et poser la question de savoir, le cancer, qui en parle? Existe-t-il au Congo? Peut-on prendre en charge cette maladie? Y a-t-il une chance de guérir lorsqu'on est atteint du cancer au Congo? Le cancer est une maladie de riches pour pays pauvres. On peut se poser des questions lorsqu'on sait que la prise en charge de cette maladie n'est pas aussi évidente que cela et ne serait pas à la portée de tous. Si, sous d'autres cieux, on a réussi à baisser le taux de mortalité parce que la prise en charge est effective, qu'en est-il pour le Congo? Arrive-t-on à dépister précocement cette maladie? La chimiothérapie, combien coûte-t-elle? Est-ce que c'est à la portée de tous? Etc., etc., etc. Et quels sont les cancers les plus répandus au Congo? Autant de questions que nous allons essayer de répondre en 1 heure, si on peut, 1h30, si vous le souhaitez, 2 heures, si les téléspectateurs le veulent, répondre avec tous les invités que je m'en vais vous présenter tour à tour. Au centre de l'écran, vous avez le professeur Jean-Bernard Nkwambon, qui est professeur agrégé, cancérologue, je crois, au CHU de Brazzaville. À l'extrême droite, le docteur Judith Nsonde Malanda, qui est elle-même aussi cancérologue et membre de la fondation Calixte Ikama. C'est ça? Calixte Ikama. Kalissa Ikama. Bon, Kalissa Ikama. À côté d'elle, sœur Talina Kanza, membre de l'association AKA, que nous venons de dire tout à l'heure. Et nous avons, à côté du professeur Nkwambon, une infirmière qui partage au quotidien la détresse des parents et la souffrance des malades et nous dira dans quelles conditions ces personnes travaillent et quelle charge émotionnelle portent-elles lorsque elles sont parfois démunies pour venir en aide à ces malades. Et enfin, M. Ibarra Gérard, qui est registraire, il nous dira ce que c'est qu'un registraire, mais j'ai cru comprendre que c'est lui qui est chargé de faire quasiment les statistiques des types de pathologies cancéreuses qui apparaissent chez nous au Congo et qui nous dira si c'est ça, combien il y a de types de cancers et quels sont les plus développés ici au Congo. Voilà, j'ai fait le tour de la présentation. Je m'avais posé la question au professeur Nkwambon. Le cancer, qui en parle? Est-ce que c'est une réalité au Congo? Merci, M. Soni Benga. Je crois que on parle du cancer, mais on n'en parle pas suffisamment. Le problème du cancer, c'est qu'on n'a pas de relais pour apporter suffisamment d'informations au niveau des populations. Donc ce que nous faisons ce soir, c'est déjà une façon d'en parler, et nous allons en parler. Si vous voulez qu'on en parle pendant 2 heures, c'est même très très bien. Donc je voudrais vous remercier pour ce que vous faites ce soir, parce que là nous transportons dans les maisons les habitants pour parler du cancer. Parler du cancer, est-ce que les Congolais connaissent ce que c'est que le cancer, docteur Nsonde Malanda? C'est quoi le cancer finalement? Merci M. Soni. En fait, dire que les Congolais connaissent le cancer, en tout cas, tous ne connaissent pas le cancer, ne connaissent pas ce que c'est que le cancer. Il faut le dire parce que généralement, quand la maladie débute, donc le cancer débute, ils hésitent et ils ne croient pas que cela peut leur arriver, que le cancer peut les atteindre. Le cancer existe bel et bien. En fait, c'est une prolifération. Hein, normalement, toutes les cellules de l'organisme se renouvellent à un rythme régulier. Si je prends le cas du globule rouge, eh bien, au bout de 120 jours, il y a un renouvellement des cellules. Et cela respecte le fonctionnement normal de l'organisme quand il y a le renouvellement qui se fait d'une manière régulière.
Eh bien, pour une raison ou une autre, donc, quand survient une anomalie au niveau génétique, ce renouvellement ne se fait plus d'une manière normale. Eh bien, on va constater que ces cellules vont proliférer. Elles vont proliférer d'abord sur place et après, elles vont être disséminées dans les organes d'un individu, quoi, en fait. Ça part d'un organe primitif et ça atteint les autres organes. Donc, ça commence quelque part et ça évolue, ça atteint les autres organes qu'il détruit dans son évolution. Est-ce que facilement on peut soigner, puisque là, ça atteint les organes et puis ça détruit au fur et à mesure? Est-ce qu'on peut arriver à les soigner? Parce Ben oui, que semble-t-il que lorsqu'on vous dit il atteint du cancer, on imagine l'issue fatale. C'est ça, vraiment. Et en tout cas, il faut que ça soit dédramatisé aujourd'hui, donc sur ce plateau, dire que cancer n'est pas égal mort. Parce que le cancer, quand il est diagnostiqué à temps, eh bien, il se traite et on observe aussi des guérisons dans les cancers. Donc, parler de cancer égale mort, moi je pense qu'il faut enlever ces idées-là dans la tête. Quand le diagnostic est fait précocement, eh bien, on peut obtenir la guérison. D'ailleurs, dans les pays développés, on parle de 75% de guérison des cancers. Donc, je pense que c'est quand tous les moyens sont réunis, eh bien, on peut obtenir une guérison pour cela. Quand tous les moyens sont réunis. Monsieur Ibarra, vous, je crois que vous avez peut-être la lourde tâche d'observer les différents types de cancers que nous avons ici au Congo. Je crois savoir que le cancer de la peau peut-être serait beaucoup plus répandu en Occident à cause du fait qu'il y a une surexposition au soleil en été et que peut-être parce que la mélanine n'est pas assez résistante pour faire face. Et chez nous, quels seraient les types de cancers qui sont répertoriés au Congo? Oui, merci M. Soni. Je crois, comme l'a dit les prédécesseurs, en l'occurrence le professeur Nkwamban et Mme Tsondé, sur cette maladie qui aujourd'hui, Dieu soit loué par ce plateau que nous voulons essayer de donner un peu à la population la facilité ou cette opportunité de pouvoir découvrir cette maladie souvent dite fatale. Tout à l'heure, vous avez dit dans votre présentation, registrée, effectivement c'est un terme beaucoup plus pas approprié parce que c'est beaucoup plus technique et compris. Mais si j'ose m'exprimer ce soir, c'est pour dire tout simplement que le registre, vient le mot carrément registre, et ensuite c'est un outil aujourd'hui qui a sa place concernant la surveillance épidémiologique ou la surveillance de la survenue de la pathologie cancéreuse dans une localité. Et le registre des cancers, dans sa position géographique tel que le nôtre, qui est le registre des cancers de Brazzaville, a pour mission de pouvoir inventorier les cas de cancer par année dans la ville de Brazzaville. Alors, dans les fréquences, nous avions au moins, en moyenne, 500 cancers par an que nous inventorions chaque année au niveau de notre registre des cancers. Et les cancers les plus fréquents sont celui de col de l'utérus, le sein, le cancer du foie, le cancer de la prostate et la leucémie chez les enfants, le cancer du sang. Et suivi le cancer du rein. Et la fréquence du cancer du sein aujourd'hui, au niveau du registre, est de l'ordre de 48,10%. Et celui de col de l'utérus est actuellement à 42%. Et le cancer du foie, lui, il occupe 26%, parce que c'est un cancer qui touche
les deux sexes, les femmes comme les hommes. Donc, pour essayer un peu de se construire à peu près la tâche que moi j'ai au quotidien dans le registre, c'est à peu près ces éléments que je peux vous donner. Donc, col de l'utérus, cancer des reins, du sein, du foie, Oui. le cancer de la prostate aussi, Oui. très répandu. Ouais. Mais face à cela, professeur, est-ce qu'on a des moyens pour soigner ce type de cancer? Madame Tsonde a dit tout à l'heure que de par le monde, on arrive à guérir aujourd'hui 7,5 cancers sur 10. Nous, au Congo, nous sommes à moins d'une guérison sur 10. Moins d'une guérison sur 10 parce que les armes indispensables que l'on devrait utiliser pour lutter efficacement contre cette pathologie ne sont pas toujours disponibles. Ou bien quand elles sont disponibles, malheureusement, elles coûtent énormément cher. Donc, si les moyens financiers étaient réunis, si des possibilités étaient offertes aux populations pour accéder très facilement au traitement, nous améliorerons ce score-là. Donc, on peut dire, de par le monde, les armes existent. Au Congo, nous avons quelques armes aussi. On peut améliorer la question de ces armes, mais c'est une question de moyens. Question de moyens, professeur, sans trop vous titiller. Est-ce qu'il y a une volonté réelle de la part des pouvoirs publics de penser que cette pathologie peut être aussi considérée au même titre que les autres pathologies qui font l'objet de grands budgets tels que le sida et enfin, le palud par exemple? Bon, mais j'espère que cette émission va nous donner l'occasion d'interpeller le politique. Mais n'attendez pas seulement l'occasion, parce que maintenant, parce que à la télévision, le temps, c'est de l'argent. Et c'est maintenant. Bien sûr. S'il faut les interpeller, c'est maintenant qu'il faut le faire. Bon, si on arrive à s'occuper du paludisme gratuitement, encore que c'est merveilleux que le chef de l'État ait pris cet engagement, de la même façon qu'il a pris l'engagement pour qu'on nos pères, nos dames qui viennent accoucher difficilement, la famille césarienne, gratuitement. Donc il faut rendre un hommage au chef de l'État pour avoir pris cette initiative-là. Je crois qu'on peut étendre cette initiative à d'autres pathologies. Les cancers, parce qu'il faut parler de cancer, on parle des cancers, qui sont des maladies extrêmement graves, peuvent rentrer dans ce registre-là. Je crois que M. Ibarra dit que nous avons 500 nouveaux cas par an de cancer. Sur les 500 nouveaux cas par an de cancer, nous avons à peu près 200 qui peuvent relever d'un traitement et le temps peut apporter la guérison. Donc, quand on prend une base simple d'1 million, de 2 millions par malade, on fait un peu de calcul, 200 malades fois 200 millions, ça nous fait 400 millions. Alors, 400 millions, M. Soni, est-ce que ce n'est pas trouvable? Est-ce qu'on ne peut pas trouver... Pour un individu comme moi, c'est difficile, mais non, pour un État, est-ce que c'est possible? Là j'interpelle le politique, c'est-à-dire que tous ceux qui nous gèrent, que ce soit le gouvernement, que ce soit le département, je crois qu'on peut faire cet effort-là. Il n'est plus acceptable, M. Soni, de laisser les compatriotes mourir d'une pathologie pour laquelle on sait qu'on peut apporter la guérison. Et c'est d'autant plus cruel quand il s'agit des enfants. Ne pensez pas que cette maladie ou ces maladies n'arrivent qu'aux autres. Cette maladie frappe invariablement les Congolais. Vous pouvez être ministre, vous pouvez être président de la République, vous pouvez être premier ministre, vous pouvez être général d'armée, vous pouvez être médecin, vous êtes enfant, vous pouvez être affecté par le cancer. Donc, on peut faire un petit effort de solidarité. 400 millions, ça peut se trouver. Si on arrive à trouver beaucoup d'argent pour les antirétroviraux, encore qu'il faut le faire, c'est très important. Si on arrive à aider la prise en charge de la drépanocytose, c'est très louable. Je crois qu'on peut aujourd'hui se permettre de créer des mécanismes, des processus pour que les médicaments anticancéreux soient subventionnés. Voilà, M. Soni. Médicaments subventionnés. Ma soeur Talina, vous suivez avec attention ce début d'émission qui est un peu technique aussi parce que ce sont les praticiens qui parlent. Vous, à votre niveau, donc c'est quand ils ont échoué, entre guillemets, et que vous récupérez quasiment ces malades
et vous les accompagnez par la prière, c'est pas par l'assistance, pour qu'ils rejoignent le Seigneur en paix. Au fait, ce que nous faisons, bon, récupération, c'est un peu trop dit, ce sont les soins palliatifs. On appelle soins palliatifs, ce sont des soins apportés aux personnes atteintes de pathologies graves, évolutives, et puis qui mettent en danger le pronostic vital de la personne. Et pour les personnes atteintes de cancer, nous suivons ces personnes. Au fait, les soins palliatifs peuvent aussi intervenir dès que la personne est atteinte de la maladie. Parce que vous savez que le cancer fait peur, surtout dans nos pays où on se pose mille et une questions sur cette maladie. Et quand la personne est atteinte du cancer, elle se pose beaucoup de questions, elle voit son avenir s'ébranler. Et en ce moment, les soins palliatifs prennent en compte la personne dans sa globalité. Donc, la souffrance morale, la souffrance physique, la souffrance spirituelle. Et également, elle prend en charge la famille de la personne. Et tout à l'heure, Comment vous prenez en charge la famille de la personne lorsque la famille elle-même a du mal à souvenir aux besoins du malade, parce que démunis, nous ne pouvons pas s'acheter les médicaments, etc. Vous savez, le cancer, ça met en ébranle beaucoup de familles dans notre pays. Parce que d'abord, les médicaments coûtent très cher, la chimiothérapie est très chère, pas plus que la semaine passée. Il y a un malade qui me disait, ma soeur, écoutez, je préfère rester chez moi, attendre la mort, parce que pour la première chimiothérapie, la famille a cotisé, mais la deuxième personne ne va plus cotiser. Donc je préfère rester à la maison, attendre la mort. Et en ce moment, chez nous, il y a un concept aussi qui apparaît, la sorcellerie. Il peut y avoir le diagnostic, le médecin a dit que c'est le cancer, mais souvent, on essaie de cacher cette maladie derrière la sorcellerie, et ça divise aussi les familles. Et en ce moment, les soins palliatifs essaient de faire le lien entre la personne malade et la famille, de faire comprendre à la famille que c'est une maladie normale, que cette famille doit prendre en charge la personne malade. Et en accompagnant le malade, pour l'instant dans notre pays, c'est l'association qu'on laisse accompagner. En accompagnant le malade, l'association accompagne aussi la famille pour que cette famille n'abandonne pas, parce que à la fin, la famille est épuisée, elle peut abandonner le malade. Donc, l'association qu'on laisse accompagner aide la famille malgré le manque à être tout autour de la personne malade qui a besoin de présence. Docteur. Ce que vient de dire Sœur Talina est extrêmement important. Vous savez, lorsque on évoque le diagnostic de cancer, ça déstructure toute une famille. Parce qu'il n'y a pas que le malade. Il y a souvent le conjoint et les enfants. Parce que c'est toute une organisation, parce que les traitements sont très très longs. Et la mise au point diagnostique est parfois extrêmement compliquée. Et tout le monde est parfois angoissé. C'est là où interviennent les psychologues. Donc, Sœur Talina, qui fait ce travail remarquable, joue également le rôle de psychologue. Nous sommes dans un environnement où, pour chaque maladie, derrière, il y a toujours un sorcier. Mais donc, le fait que Sœur Talina, à travers la structure ACA, arrive à mettre en place et le malade et les familles qui se divisent, c'est quelque chose de très très important, parce qu'on en a besoin pour continuer à traiter les malades, même si on sait que ce sont des gens qui sont en fin de parcours de vie. Et j'aimerais ajouter une chose aussi qui est très importante dans les soins palliatifs, c'est le traitement de la douleur. Vous savez, pour le cancer et les autres pathologies graves, évolutives, il y a la douleur qui est là, qui intervient. Et le but des soins palliatifs, c'est vraiment faire en sorte que la personne s'en aille dignement, qu'elle soit non douloureuse. C'est en ce moment qu'on utilise souvent dans les soins palliatifs la morphine. C'est pour aider la personne à ne pas se tordre de douleur. Docteur, on a dit c'est difficile, la chimiothérapie, finalement c'est cher. C'est combien au fond, ça coûte combien? Si vous avez fait la première chimio,
Et la deuxième, vous avez peur? Oui, mais par exemple, donc, si je prends le cancer du sein, pour une cure, enfin, je ne prends pas la cure qui coûte excessivement cher. La cure la moins chère, ça fait 450 000 francs tous les 21 jours. Tous les 21 jours, donc pendant 21 mois, pendant tous les 21 jours, pendant 7 mois, le malade doit recevoir ce traitement. Donc je peux faire des estimations. Ça c'est vraiment le moins cher. Oui, je prends le moins cher. Pour nous les prolétaires, là, donc c'est 450 000. Oui, je prends le moins cher, 450 000. Les médicaments anticancéreux, les effets secondaires à gérer et tout. Donc je prends un minimum de 450 000 tous les 21 jours pendant 7 mois. Ben, je ne sais pas, je peux arrondir à 2 500 000. Ça, ce n'est que la chimiothérapie. Et si je prends la radiothérapie, si je prends l'intervention, moi je pense qu'on peut atteindre même les 3 millions, 3 millions 5 pour pouvoir traiter un cancer du sein. Donc, et ça, c'est le cancer du sein. Maintenant, quand je prends les cancers de l'enfant, il faut arrondir un peu à 1,5 million ou 2 millions pour traiter aussi le cancer de l'enfant parce que chez l'enfant, les doses sont un peu moindres et les présentations qu'on prend sont un peu moindres. Donc, 1,5 million chez l'enfant pour traiter un cancer de l'enfant, ça c'est le strict minimum, rien que par la chimiothérapie. Donc, vous voyez un peu, ça, le Congolais moyen, c'est un peu difficile qu'ils se prennent en charge. Et même les parents qui viennent avec leurs enfants qui sont atteints de cancer, il est difficile de pouvoir prendre en charge quand ils se disent que vraiment l'enfant est atteint d'un cancer et tous les médicaments ça coûte cher. Comment faire face à ça? Et puis l'apport psychologique qui doit être aussi de la partie. Donc vous voyez un peu tout, ça doit coûter cher. Madame Nyama, vous n'avez pas encore parlé, mais oui. J'attendais qu'on fasse le tour pour arriver jusqu'à vous, puisque après que tout le monde ait vu ces malades arriver en très piteux état, et même observé les parents en train de s'entre-déchirer entre les sorciers et les gourous, bon, vous récupérez quasiment un pseudo-cadavre, parce que d'une façon ou d'une autre, quand ce tort de douleur, c'est vous qui subissez ces souffrances-là. Comment ça se passe? Le plus souvent, les médecins passeraient les soins palliatifs, comme la sœur Talisa a dit. On prescrit les morphines et puis nous sommes là en train d'exécuter les soins et parler aux parents, leur remonter un peu pour ne pas qu'ils soient frustrés, qu'ils abandonnent les malades. Donc il faudrait qu'on les infirmiers, nous sommes là pour les soutenir. Oui. Est-ce que vous lisez dans leur visage quand même de désarroi, de relâchement, de découragement quand ils viennent, quand ils voient l'état de leurs enfants ou de leurs parents se dégrader? Est-ce que vous observez une espèce de lassitude aussi? Oui, le plus souvent, oui. Le plus souvent, les parents, c'est très difficile de les ramener. C'est très difficile de les ramener, mais on fait quand même un effort pour les faire comprendre que vous devrez être là à côté du malade. Nous aussi, nous sommes là tout le temps. On va vous soutenir. Monsieur Barra, tout à l'heure, là, vous avez dit un témoignage en offre, comme quoi il y a un père avec un enfant qui était cancéreux. Il a vendu la première moitié de parcelle pour faire face à ces 3 millions de dépenses de chimio. Ça, c'est pour soutenir l'hypothèse de tout à l'heure, la thèse de Mme Tsondi. La prise en charge. Et là, comme vous avez dit que si on prend 200 cancers, tous azimuts, qu'on pouvait guérir. Et là, on ne tient pas compte du délai de la prise en charge. Parce que souvent, ces malades-là nous viennent à un stade dépassé de la maladie. Donc, lorsque le diagnostic est fait, donc il est d'abord passé entre les mains des gourous, effectivement, des églises de réveil. Alors, donc,
des sorciers aussi. Il a déjà épuisé tout ce qu'il avait comme fortune. Et quand il vient là, dès qu'on lui annonce, on lui confirme sa maladie, il devient délicat. Et souvent, on commence par la première chimio. Et on ne peut pas accéder à la deuxième. Et surtout encore, les chances de guérison dépendent aussi de la régularité de ces intervalles de chimiothérapie. Comme vous dites, quand on dit 21 jours après, il faut les 450 000 aussi soient là. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que ce monsieur est venu ce matin. Il avait rendez-vous avec Mme Tsondé. Il a dit, bon, mais j'avais vendu la moitié. J'ai fait venir l'enfant d'un fondo. L'enfant est maintenant là. Donc l'enfant est maintenant en face de moi. Je suis allé lui montrer la moitié qui est restée. Est-ce que, par rapport au rendez-vous que j'ai dans 21 jours, je vends pour le soigner ou je fais quoi? Voilà. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est en ligne qui veut témoigner. Oui. On va lui donner la parole. Bonsoir, monsieur de l'antenne. Ouais. C'est dramatique. Hein. Oui. Mais c'est ce que nous vivons au quotidien. Vous savez, monsieur Soni, ça fait 26 ans que je fais de l'oncologie, que je pratique la cancérologie. Ça veut dire que j'ai un peu d'expérience et un peu d'expertise. Ce que vient de dire M. Ibarra, c'est ce que nous vivons au quotidien. Ce que vient de dire Mme Niama, c'est ce que tout le monde dit au quotidien. La prise en charge des cancers passe par toute une équipe. Depuis le médecin, en passant par l'infirmier, par la fille de salle, par celui qui nettoie. C'est toute une chaîne. Donc on essaie de se mettre ensemble, nous essayons de nous mettre ensemble pour gérer ces problèmes-là. Ce sont des problèmes douloureux, ce sont des problèmes délicats. Donc, d'un côté, vous devez faire l'effort de faire de la pédagogie, de dématerialiser la maladie. Mais de l'autre côté, vous avez la personne. Professeur, il y a quelqu'un en ligne qui veut intervenir. Bonsoir, de ta antenne. Alors, bonsoir. Bonsoir, madame. J'ai deux questions à vous poser. Allez-y. La première question, c'est de savoir si on peut éviter le cancer. Quels sont les moyens? Comme le palu, nous devons dormir sous moustiquaire, éviter, je peux dire, de vivre dans les salubrités pour ne pas tirer les moustiques. Et pour le cancer, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'éviter? Et la deuxième question, c'est de savoir la différence entre une tumeur et le cancer. Entre une tumeur et le cancer. Une tumeur. Merci beaucoup. Je crois qu'ils vont vous répondre. Mais on va répondre à la dame. D'abord, je voudrais vous remercier pour vos deux questions. Il y a des cancers. D'abord, il faut dire que tous les cancers ne peuvent pas être dépistés. Hein, il y a des cancers que tous les gens ne relèvent pas du dépistage. Les cancers de dépistage sont connus. Il s'agit du cancer du sein, du cancer du col de l'utérus, du cancer du côlon, et si vous êtes en Occident, du cancer de la peau. Hein, vous allez chez votre dermatologue, vous pouvez voir qu'il y a des indurations, on peut dépister. Un petit grain de beauté qui pousse anarchiquement. Et si le cancer est dépisté tôt, vous avez énormément de chances de pouvoir guérir. Parce que la maladie est prise à son stade ultime. Donc les traitements seront moins onéreux et vous allez certainement guérir de votre cancer. Donc, pour le dépistage des cancers du col de l'utérus, vous arrivez dans le service de cancérologie au CHU, ou bien vous allez à la clinique municipale Albert Léonneau, ce dépistage organisé. Hein, donc vous venez, vous trouverez des gens pour s'occuper de ce dépistage-là. Mais non, pour les cancers du sein, ce qu'on utilise, c'est la mammographie. Hein, c'est l'examen qu'on appelle mammographie. Ailleurs, quand on prend un pays comme la Belgique ou la France, vous avez des cas dans lesquels vous avez un mammographe qui circule dans les quartiers et qui commence, on prend les dames à partir de 50 ans pour regarder les seins et faire des radiographies des seins. Bon, mais nous aussi, on a ce genre d'engin, on peut ramener l'âge à 40 ans puisque nous avons de plus en plus des dames jeunes qui font le cancer du sein. Alors, la deuxième question, c'était... différence entre tumeur et cancer. On va prendre quelqu'un en antenne et puis on va... Oui, mais je voudrais répondre à la deuxième question. Allez-y. Bon, différence entre cancer et tumeur. En fait, il y a deux types de tumeurs. Il y a ce qu'on appelle les tumeurs bénignes, donc les tumeurs, comme l'a dit Mme Tsondé, qui ne vont pas se généraliser demain, qui ne vont pas donner des enfants dans tout le corps. Et vous avez des tumeurs cancéreuses. C'est-à-dire celles qui vont donner des enfants demain dans tout le corps, qui vont vous dévorer. Donc, tumeur, tumeur bénigne,
2, tu mets en maladie, ça a des cancers. Très bien. Donc ça crée des métastases. Voilà. Mais professeur, quand même, chimiothérapie, ça coûte cher, mais il faut des traitements pour essayer d'éradiquer au départ. Mais si à la pharmacie de l'hôpital, il n'y a pas de médicaments, on fait comment? Mais ça, c'est le problème quotidien. C'est une question d'organisation et d'approvisionnement. C'est une question... Est-ce qu'on n'approvisionne pas parce que c'est vraiment une maladie dont on dit, bon, c'est pas grave, il y a très peu de gens qui viennent, 500 personnes, c'est pas beaucoup, on s'en fout, bon, on préfère prendre les Nivaquine et les paracétamol? Ah non, il faut pas regarder le problème de ce temps-là. Je pose la question. Moi, 500 personnes, c'est beaucoup. Parce que ça, c'est des nouveaux cas. Mais vous avez des anciens cancéreux. C'est beaucoup. Oui. Mais parce que quand un parent a un enfant qui est malade dans votre département, vous lui donnez une ordonnance, il faut bien qu'il trouve les médicaments. Bon, mais oui. Pharmacie d'officine, niet, zéro. Mais le problème, à l'hôpital, zéro. On cherche les étagères, il n'y a rien. Mais les pharmacies, on fait quoi? Les pharmacies font du business. Une pharmacie, ils vont pour gagner de l'argent. Très bien. Si vous mettez dans votre pharmacie des médicaments qui coûtent cher et qui, in fine, ne sont pas vendus, ces médicaments vont périmer. C'est vous qui perdez de l'argent. Mais le pharmacien, il n'est pas idiot. Donc on lui dit, mais attendez, moi j'ai telle gamme de médicaments, mais les médicaments, ça depuis 1 an, personne ne vient les chercher. On ne veut pas les chercher parce que les parents n'ont pas l'argent justement pour les chercher. À ce moment-là, on commence à faire attention. Donc aujourd'hui, en fonction de cas par cas, si on vous prescrit des médicaments, vous allez chez le pharmacien, il passe la commande. Et puis, j'allais ajouter pour le nombre de cas de cancer, je crois de plus en plus, nous qui allons au domicile des malades, il y a de plus en plus de personnes atteintes de cancer. Vraiment, dans le domicile, il y a beaucoup de gens malades de cancer. Ça augmente. Mais alors, quels sont les explicatifs? Quand on parle de 500 nouveaux cas, ça c'est la ville de Brazzaville. C'est-à-dire que ce sont des cas colligés au niveau du registre de la ville de Brazzaville. Nous ne sommes pas allés voir à Pointe-Noire, nous ne sommes pas allés voir à Dolisie, nous ne sommes pas allés voir à Infondo, nous ne sommes pas allés voir à Ouesso. Donc si on avait des registres un peu partout, mais nous serons certainement au-delà de 2000 nouveaux cas de cancer. 2000 nouveaux cas de cancer, mais c'était un problème énorme de santé publique. J'aurais dû prendre cette précaution pour aller un peu sonder à l'intérieur parce que nous sommes suivis sur satellite, aussi bien à Pointe-Noire, ailleurs, à l'intérieur et en France. Donc certainement que nos amis qui suivent cette émission et qui sont perchés du côté de la Côte d'Ivoire, du Bénin, sont en train de suivre ce que nous sommes en train de dire. Mais la question de la prise en charge, vous arrivez, pharmacie, niet, il y a zéro, il n'y a rien, pas de médicaments, et vous consciencieusement, vous donnez une ordonnance, dites aux parents, allez-y. Mais est-ce que vous-même vous ne posez pas la question de savoir si cette personne ne sera pas confrontée à l'absence de médicaments sur le terrain? Bien sûr que oui, l'absence de médicaments, le problème d'approvisionnement est bien connu dans notre contexte. Parce que de plus en plus, le revenu financier d'un Congolais, je prends d'une paysanne qui vient par exemple de l'intérieur du pays, qui vient à Brazzaville pour se faire soigner, croyez-moi, si elle est venue avec 300 000 ou 500 000 francs en poche, c'est qu'elle a fait vraiment la elle a fait le bilan et puis elle ne va pas avoir des médicaments. Elle te dit, tiens, attends, je vais d'abord aller vendre les maniocs que j'ai laissés au village avant de venir continuer le traitement. Bon, et puis, je voulais souligner un autre aspect, c'est que par rapport aux estimations faites par l'OMS en 2008, il a été noté près de 12 millions de nouveaux cas de cancer en 2008. Et que l'OMS a fait des estimations qu'entre 2000 et 2020, le nombre de cancers va doubler. Et ce nombre va tripler, ceci va tripler en 2030. Donc c'est un problème énorme parce que quand on donne 500 nouveaux cas de cancer rien qu'à Brazzaville, vous avez entendu la sœur qui a réagi, c'est un problème important, c'est un problème de santé publique que nous interpellons les gouvernements parce que vous voyez, pour aujourd'hui, le paludisme a eu un traitement, donc il y a un traitement gratuit qui est administré. Pour la tuberculose, on a un programme de lutte contre la tuberculose. Et pour le sida, il y a les antirétroviraux qui sont administrés gratuitement. Mais pour le cancer,
tenez-vous bien, c'est que Nada. j'ai eu à lire, dernièrement, j'ai eu la chair de poule quand j'ai lu que le cancer tue plus que le sida, la tuberculose, le paludisme associé. Mais c'est à vous décourager de faire des études de cancérologie. Monsieur Ibarra. Je vais tout simplement dire que essayez un jour de faire un tour au CHU de Bord-la-Ville, qui est le siège de registre des cancers, la ville de Bord-la-Ville, et mettez-vous sous les arbres à l'entrée de notre service. Service de carcinologie. En carcinologie. S'il y a le calme dans le bâtiment, C'est que ce jour-là, c'est que ce les dieux jour-là. étaient tombés sur la terre. Mais sinon, c'est des pleurs je dis que c'est une personne un malade qui décède par jour. par jour. Et ça, quand ça se passe, c'est des cris d'alarme. Et tout à l'heure, la sœur vous a dit que quand elle est devant dans les cités, elle trouve les malades. Parce que jusque je ne vois pas une politique définie pour la pathologie cancéreuse. Il n'y a pas de politique. Et le problème, le médicament ne peut que se résoudre lorsqu'il y a une politique qui est définie. À ce moment-là, la politique est mise en place, puisqu'il y a une interaction entre la prise en charge qui se fait, et il y a cette prise en charge est accompagnée des consommables, qui sont les médicaments. À ce moment-là, on pourrait maintenant interpeller les officines pour leur demander de pouvoir mettre à la disposition des officines ces médicaments clés. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce monsieur qui a dit qu'il vendait sa parcelle. On lui a dit ensuite, la prochaine cure, il faut faire venir les médicaments de Bamako. Ah, même là-bas. Ah non, mais effectivement, on lui a dit que Excusez-moi, je n'ai rien contre puisque les amis nous regardent bien. la prochaine... Je crois que... Non, non, si Bamako a les médicaments, Brazzaville a les médicaments. Le seul problème, c'est le pharmacien qui va mettre à votre disposition ces médicaments. Si les médicaments ne sont pas achetés, pour lui, ça pose problème. Non. Donc est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'on puisse subventionner ces médicaments comme on en voit ailleurs? Je crois que la solution passera par là. Regardez ce que le président Chirac a fait lorsqu'il était président de la République. Il a mis en place un plan cancer à travers l'INCA. Vous voyez, on a développé des pôles, on a mutualisé les moyens et la lutte est beaucoup plus efficace. C'est vrai que nous, on n'a pas encore la le plan. mammographie aussi est venue de... Oui, bien sûr, aussi, bien sûr. Avec les bien bus sûr. ambulants dans les Parce quartiers. que nous, on n'a pas encore dans ce pays ce qu'on appelle le programme national de lutte contre le cancer. Il faut que le ministère de la Santé mette à notre disposition cet outil. Mais le ministère ne travaille pas seul. Le ministère va faire appel aux experts que nous sommes. Nous travaillons ensemble. Mais il faut qu'on mette en place cet outil. C'est à travers ce plan-là qu'on peut faire le plaidoyer au niveau de l'homme politique pour que les médicaments soient subventionnés. Mais faire un plan national de lutte contre le cancer, c'est une histoire de quelques jours. Les données existent, on se met ensemble, on rédige le plan et on le sort. Mais ça, il faut qu'on le fasse avec notre ministère de tutelle. Ah, je signale que lui aussi il a une formation qui n'est pas trop éloignée, donc il doit être sensible aux questions. Bon, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, donne des statistiques ici en termes de prévision. 2010, 2020, on sera, si j'ai bien compris, ça va doubler. En 2030, ça va tripler. Donc finalement, ça va de façon croissante. Si on a des statistiques qui ne régressent pas, qui ne vont pas dans le sens de la diminution, est-ce qu'on ne peut pas déjà nous-mêmes nous projeter en termes de politique de santé publique pour régresser? Oui, mais c'est ce qu'on essaie de faire au quotidien, de manière informelle. Bon, je reviens au nombre de cas qui vont doubler ou tripler. Ça, c'est normal. L'Occident est un pays où les gens vivent de plus en plus vieux. Plus on vieillit, plus vous avez la probabilité de développer un cancer. Nous, en Afrique, lorsque vous avez dépassé 50 ans, on peut dire bravo. On meurt très jeune. Hein? Les décès sont multifactoriels. C'est lié à beaucoup de choses. Vous voyez, vous êtes un jeune ingénieur, vous terminez vos études, vous arrivez, vous habitez chez vos parents, vous êtes chômeur, vous stressez, vous mourrez. À 47 ans, vous mourrez. Quand on a dépassé 50 ans, on a dit, ah, c'est déjà pas mal. Mais eux, ils vivent au-delà de 80 ans aujourd'hui. Donc demain, ils vont encore vivre beaucoup plus vieux. Vous suivez l'actualité, vous voyez le problème des retraites. Pourquoi ils se posent aujourd'hui en France ou en Europe? Parce que les gens vivent de plus en plus vieux. Bon, et puis, il y a la consommation exagérée un peu de tabac. Mais chez nous, ça va aussi arriver, puisque nos jeunes commencent à fumer de plus en plus tôt. Vous voyez? Mais si je reviens au plan national de lutte contre le cancer,
Si on a un plan de lutte contre le cancer, M. Sonny Benga, on va développer dans ce pays ce qu'on appelle la vaccination contre le virus, le papillomavirus, qui est le virus qui induit le cancer du col de l'utérus. C'est connu. Si vous vaccinez vos enfants à partir de 10 ans, on appelle les enfants naïfs, donc ils n'ont jamais été au contact de ce virus-là. Dans 30 ans, nous allons rattraper l'Occident, c'est-à-dire où il n'y a presque plus de cancer du col de l'utérus. Donc, il faut commencer maintenant. Ceux qui nous écoutent, ceux qui nous regardent, c'est l'occasion de dire, bon, moi j'ai telle fondation, on a de l'argent, mais ne thésaurisez pas. Mais venez nous voir, on passe la commande des vaccins, on commence à vacciner nos enfants dans les écoles. Si vous avez un peu d'argent, venez nous voir, aidez nos malades, en attendant qu'on ait un cadre formel à travers lequel on peut demain prendre en charge convenablement nos patients. Très bien. Nous allons marquer une petite pause de publicité, question de respirer un peu et puis de faire manger l'entreprise qui est la nôtre. Nous allons partir à la régie pour que l'on marque la pause et puis on reviendra sur ce plateau pour continuer la deuxième partie de l'émission. À la régie, si vous êtes prêts, une toute petite page de publicité et on revient sur le plateau pour parler des causes du cancer. Qu'est-ce qui provoque le cancer? L'ambiance de chez nous. C'est pour toi une question de prix? Pas de problème. Le géant écrase les prix à l'international. La fête continue chez Zen. Zen vous offre l'international à moindre coût. 1 franc la seconde, vos appels vers la France. 1 franc la seconde, vos appels vers le Liban. 1 franc la seconde, vos appels vers la Chine. 1 franc la seconde pour vos appels vers l'Angola. Et le reste du monde à 1,5 francs la seconde. N'attendez plus. Appelez sans compter. Tanzoniata. Le géant écrase les prix. J'ai retrouvé ma forme grâce à Cristal. Cristal, la qualité à la portée de tous. Voilà, nous revenons sur ce plateau pour embrayer sur la deuxième partie de cette émission. Le cancer, une maladie de riches pour pays pauvres. Et si on nous posait la question, et nous avons une préoccupation, mais avant de poser la question de savoir s'il y a une prédisposition au cancer qui existe, si les gens sont prédisposés, et pourquoi est-ce que le cancer est qualifié de maladie multifactorielle, d'après ce que j'ai lu. Je voulais d'abord savoir, en termes de statistiques, est-ce qu'il y a beaucoup de cancérologues ici au Congo? Non. Depuis bientôt une dizaine d'années, nous avons ouvert ici à Brazzaville, à l'université Marangwabi, une formation de spécialité qu'on appelle c'est le certificat d'études spécialité de cancer, hein, le CS de cancérologie. Nous avons actuellement dans le pays
6 cancérologues. Non, 7 cancérologues. Nous avons 7 cancérologues déjà formés. Allô? Nous avons des jeunes qui sont... Professeur, il y a quelqu'un. Allô? Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Oui, je vous suis depuis le début de l'émission. Merci. Je suis à Sotelco, sur la route du Nord, là. Oui. Bien, je suis un peu interpellée par rapport à ce qu'on parle des pouvoirs publics. Nous avons dans nos bulletins de paye les retenues des IRPP, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas la possibilité de faire autant pour créer un fonds de prise en charge des malades de cancer, que ce soit à 500 francs ou 1000 francs pour le fonctionnaire, et qu'il soit quelque chose de tous les jours, à chaque fin du mois, que le Congolais ne s'interroge plus. Merci. Tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Ça, c'est une proposition de bon sens, mais si elle peut être applicable. Par exemple, M. Chirac avait instauré pour les transports aériens qu'on prélève c'est pas 1% pour reverser le pays en voie de développement. On peut penser à cela pour la solidarité. Je crois qu'il faut remercier cette dame qui a compris que la notion de solidarité est une notion importante. Vous voyez, si on pouvait le faire, encore que c'est faisable, techniquement je crois que c'est faisable, mais le Congolais est-il prêt à le faire? C'est là où je dis on a besoin de beaucoup de solidarité. Donc je veux vraiment remercier cette dame. Est-ce que la volonté politique existe pour le faire? Bien sûr, bien sûr. Les Congolais, ça c'est un Congolais. Il ne nous a pas dit que c'était un politique, mais c'était un Congolais. Oui, oui, non, j'ai dit c'est une dame, je n'ai pas parlé de politique. Non. Oui. Cette émission va certainement susciter un petit réveil quelque part du politique pour dire, mais attendez, on n'a pas fait attention à quelque chose qui est en train de se tramer dans ce pays. On a beaucoup d'enfants qui meurent, on a des compatriotes qui meurent. On n'a pas regardé. Peut-être qu'à partir de ce soir, le déclic va avoir lieu et vous allez peut-être avoir des coups de fil demain, vous venez peut-être nous en parler. Pourquoi pas? C'est plutôt vous. Parce que je crois que. Parce qu'il y en a qui vont me voir ici à la régie. Ça bonne toujours. Ouais. Oui, 7 cancérologues. Oui, donc 7 cancérologues ont fait former. 342 000 km². Comment? 342 000 km², 7 cancérologues. Est-ce que c'est... Non, le problème des médecins se pose dans toutes les disciplines. Si vous allez au CHU, on n'est pas nombreux. Vous savez, l'école de médecine a formé, moi je suis de la 3e promotion, je crois que nous sommes à la 27e, 28e promotion. Cette école a formé près de 800 médecins, je crois. Il y en a à peu près 350 qui sont à l'étranger. Je dis qu'il y a à peu près 350 médecins congolais qui sont à l'étranger, formés dans tous les pans entiers de la médecine. Mais ils sont à l'étranger, pourquoi? Pourquoi sont-ils à l'étranger? Ils gagnent bien leur vie. Mais bien, voilà. Ils peuvent pas venir, donc le jour où ils peuvent se retrouver sur le plan financier dans leur pays, revenons tous. Qui est content de vivre à l'extérieur? Donc il faut se dire que ceux qui ont étudié à l'étranger, qui ont fait le pas de revenir dans ce pays, c'est quand même des grands combattants. Ce sont des héros. Donc finalement, quelles sont les conditions de travail finalement pour embrayer? Puisque c'est bien beau. Les conditions de travail ne sont pas bonnes. Nous n'avons pas de plateau technique. Prenez l'exemple du service de l'unité de radiothérapie. Vous voyez, on a rénové un appareil à hauteur de plus de 200 millions. Mais malheureusement, il n'y a pas de radiothérapie. Vous voyez, c'est une question de bon sens. Pourquoi l'avoir rénové si vous n'avez pas, in fine, quelqu'un derrière pour manipuler? Et vous avez des spécialistes qui sont à l'étranger, qui font des gardes pour gagner leur vie à l'étranger? Ah oui, mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pourquoi ne pas leur donner les moyens pour qu'ils viennent utiliser ce plateau technique? Monsieur Soni Benga, vous êtes le journaliste, vous posez les questions, je crois qu'il faut appeler l'homme politique ici sur le plateau et lui poser la question. Non, est-ce que ce n'est pas une aberration? Enfin, je ne vais pas lui poser la question, mais enfin, si on constate, ça peut ressembler à une aberration quand même. Non, de rénover à coût de 200 millions et ne pas avoir quelques points. Mais c'est laissé à l'abri. Mais c'est une question de bon sens. Malheureusement, dans ce pays, quand on fait des choses, on n'a pas pris la précaution de former les ressources humaines et on vient, on installe des choses et puis on se regarde et dit mais qui fait quoi? Là, nous avons un jeune en formation, il est au Maroc, bon, il va revenir dans 4 ans. Entre-temps, la machine est en train de s'étudier. Et puis la dernière génération est déjà sortie, et puis celle-là est obsolète, on ne va plus l'utiliser. Voilà. Alors donc, les conditions de travail? Non, elles ne sont pas bonnes. C'est que pour personne, nous n'avons pas de plateau technique.
Alors, donc, dès lors que les conditions de travail ne sont pas bonnes, lorsque le personnel est limité, comment faites-vous pour faire face à cet afflux de patients qui viennent pour ces pathologies que nous sommes en train de décrire ici là? Quand on a commencé l'émission, j'avais dit que nous avions à peu près sur 500 nouveaux cas de cancer, 200 qui peuvent relever du traitement qui apporte la guérison. Et puis les autres, malheureusement, arrivent très tard. Et nous les accompagnons. Il faut faire des traitements supportifs. Il faut les aider, ils ne sont pas abandonnés. Même au niveau des traitements supportifs, ça coûte cher. Donc il faut accompagner ces malades-là. Professeur, je veux comprendre. Quand vous dites traitement supportif, ça veut dire que là, c'est la première étape vers les soins palliatifs. Et puis après, on leur chante quelques berceuses pour que voilà, la morphine les accompagne. On dit qu'on est le plus souvent dans un contexte de traitement palliatif qui ne marche pas toujours. Mais il faut gérer ces problèmes-là. Un malade qui a un traitement, il faut quand même le gérer. Même si ce n'est pas un malade qui doit déjà aller aux soins palliatifs. Mais il y a des cancers qui sont extrêmement douloureux. Il faut gérer cette douleur. C'est notre obligation, c'est notre rôle. On n'a pas le droit d'abandonner ces gens. Vous savez que dans les services de cancérologie, il nous arrive de faire une quête pour acheter des médicaments malades. L'argent que je gagne à la fin du mois n'est pas fait pour que j'achète des médicaments à mes malades. Mais on le fait. Et nous le faisons. Il n'y a pas que moi qui le fait. Ngoumi Malawa le fait, Ntouné Mananda le fait, Ibarra le fait, les infirmières le font. Mais c'est aberrant ça. C'est d'autant plus aberrant quand vous êtes face à un enfant dont les parents sont jeunes et n'ont pas de revenus. Vous êtes face à un enfant déjà. Oui. Vous êtes face à un enfant qui est la vie, l'espoir de demain. Oui. Et qui va mettre sa vie en parenthèse dans très peu de temps. Et là, vous êtes désarmé finalement. Mais on est plus que désarmé. C'est malheureux, c'est très lourd. Madame, je vous vois un peu baisser la tête parce que là, vous les avez au quotidien, vous venez, vous les tournez, vous les retournez. Parfois, vous manquez de mots aussi, non? Oui, parfois, les mots manquent. Là, si vous allez dans le service actuellement, nous avons 2 enfants qui ne vont pas bien du tout. Mais les parents sont vraiment... Ils n'ont plus rien parce qu'ils ont commencé il y a longtemps. Pour soutenir Sidonie, nous avons eu un monsieur pourvu de bonne volonté parce qu'il voit son enfant qui est malade. Et on a pris en charge le cancer de son enfant. C'est un cancer des reins. Ce que nous appelons vraiment le néphroblastome. Il a poussé jusqu'à atteindre une dimension où la maladie a été complètement guérie. C'est-à-dire qu'une rémission complète. L'enfant n'a plus la forme et tout. Mais ce papa-là n'a pas de moyens pour continuer la suite. On aurait pu peut-être faire une proposition de sortir parce que monsieur, le professeur Kwame vous appelle peut-être technique. Parce qu'ailleurs, on a quand même des méthodes qui sont beaucoup plus sophistiquées que nous. Donc cet enfant qui se retrouve dans les bras des parents qui sont démunis, qui ne peuvent plus le sortir. Et je vous dis que le problème de conseil, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Et pour commencer à réfléchir, il faudrait que dans votre famille, qu'il y ait un qui passe par là, et ça vous prend. Et quand je vous parle des associations qui naissent... aux autres, hein? Oui. Mais le jour où ça vous arrive, c'est là où vous Monsieur, tout à l'heure, on parle de la fondation, donc, ce que nous présente. C'est une jeune fille. Elle était déjà, je crois, à 8 ans ou 9 ans, elle commençait à écrire déjà. 13 ans, commençait déjà à écrire. C'est la fondation Kalisi Kama. Donc les parents ont vu l'enfant partir comme ça. Pas les policiers. Et la réaction, aujourd'hui, elles ont fait une fondation pour essayer de venir. Alors, quand nous avons suivi tout à l'heure la question de cette dame-là qui dit il faut proposer peut-être prélever, oui, on peut le faire, mais il faudrait qu'il y ait des politiques comme le professeur Kwame a dit. Est-ce que finalement, pour la fondation, finalement, c'est une réaction face à, j'allais dire entre guillemets, l'incapacité de faire quelque chose? Est-ce que ce n'est pas une réaction de désespoir qui vous pousse soit à créer l'ACA ou à mettre en place cette fondation? Non, pour mettre... En fait, l'objectif de la fondation Kalisa Ikama, c'est quoi? C'est
d'abord, un, promouvoir les talents de l'enfant, et deux, c'est la lutte contre le cancer chez l'enfant. Eh bien, le cancer, il faut le dire que ça intéresse aussi l'enfant de 0 à 14 ans. Et c'est un cancer qui peut être traité et guéri. C'est vrai que le mot cancer, dans nos contrées, n'est pas connu pour l'enfant, mais le cancer existe bien et atteint bien l'enfant. Pour la fondation Kalissa Ikama, bon, c'est une jeune enfant, 13 ans, qui a été écrivain, qui avait... Le roman, c'est comment on appelle, le Triomphe de Magali, hein, intitulé Triomphe de Magali, qu'elle avait rédigé. Donc elle était atteinte d'un cancer, d'une tumeur desmoblastique, une tumeur qui est un peu rare, qui siégeait au niveau du péritoine, mais qui avait été diagnostiquée en tout cas à un stade 4. Donc une tumeur qui est venue, qui a fait des manifestations à un stade 4. Vous voyez un peu, en fait, les chances de guérison dans les tumeurs de l'enfant résident à ce niveau, sur les stades de diagnostic. Parce que aujourd'hui, c'est les tumeurs de l'enfant, par exemple, sont des tumeurs qui sont très chimiosensibles, en tout cas dans 85%. Hein, c'est des tumeurs chimiosensibles, donc des tumeurs qui peuvent être traitées. Mais pour avoir des chances de succès, c'est ce qu'il faut promouvoir dans le cancer de l'enfant, c'est le diagnostic précoce. C'est ça qui est très important. Est-ce qu'on peut imaginer comme ça là, subitement qu'un enfant, puisque dans les statistiques, c'est plutôt à l'âge adulte que on peut dire que le cancer chez l'enfant, ça fait bien. Le cancer ça fait bien 5%, frappe invariablement 5%. Et les enfants et les adultes. Donc nous, c'est 4,5, disons 5%. Donc on est à peu près dans les mêmes statistiques mondiales. À peu près. Ce que Mme Soda a dit, oui, il faut diagnostiquer les cancers chez l'enfant à un stade précoce. C'est valable également pour l'adulte. Hein? Il faut que les gens comprennent que si votre cancer a été vu à un stade de début, vous avez beaucoup de chances de guérir. C'est d'où l'intérêt du dépistage. J'espère qu'on va revenir, on va en parler tout à l'heure. Donc c'est ça. Et dire que, comme l'a dit Mme Sondé, les cancers de l'enfant sont guérissables dans plus de 90% des cas. Ce sont des cancers embryonnaires, ce sont des cancers qu'on arrive à guérir sous notre cieux. Nous, on arrive à en guérir quelques-uns, mais pas toujours. Pas toujours, parce que les molécules, les meilleures molécules aujourd'hui, nous ne les avons pas. Nous sommes restés en train de faire la cancérologie du XXe siècle. Nous sommes au XXIe siècle. Ah oui, là, vous êtes il y a des molécules du XIXe siècle. Il y a des molécules qui coûtent aujourd'hui 5 millions. Qui va acheter ça dans un pays? Personne. Personne. Vous parlez avec dépit, professeur. Enfin, ma soeur, vous voulez ajouter? Quand M. Ibarra a parlé de l'impuissance des parents, au fait, ça me fait un peu penser à toutes ces personnes que nous accompagnons. Vous voyez, parfois, la famille est là, elle est impuissante, elle ne sait que faire parce qu'elle voit la personne partir. Pourtant, elle se dit que s'il y avait les moyens, on peut sauver la personne. Mais il n'y a rien, il n'y a pas d'argent et la personne s'en va, je dirais même gratuitement, alors qu'on peut faire quelque chose. Nous suivons une famille où le frère en a ras-le-bol. Il dit, je n'en peux plus. La maladie de sa sœur a causé la maladie de sa mère et ensuite de sa petite sœur. Donc ça fait 3 malades dans une famille. Vous voyez ce que ça fait? Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a des cancers héréditaires? Oui, il y a des cancers héréditaires. Ça fait à peu près 5% de cancers héréditaires. Oui. Donc ça, c'est des cas de maladies psychologiques qui n'ont pas... La mère, ça a causé une maladie psychologique et la sœur, donc c'est... Oui, pour revenir au cancer héréditaire, oui, il y en a. Il y a des cancers du sein certains qui sont héréditaires. Il y a des cancers du côlon, certains qui sont héréditaires. Les cancers de l'ovaire, certains qui sont héréditaires. Oui, il y a des cancers héréditaires. Oui. Alors donc, la dernière partie, peut-on soigner et guérir le cancer si l'on tient ce que nous sommes en train de dire? Quelle serait la difficulté à laquelle vous êtes confrontés tous, chacun de votre département ou dans votre domaine? Non.
pour qu'on puisse avoir une réponse optimale? Bien. Alors, le traitement du cancer intègre plusieurs éléments. Vous avez, au-delà de la mise au point diagnostic, parce qu'il faut d'abord arriver à établir le diagnostic de cancer. Ça a un coût aussi. Donc vous avez la partie de l'imagerie médicale. Si je regarde aujourd'hui dans ce pays, nous n'avons pas l'IRM, alors qu'on en aurait besoin. Je vois dans ce pays, on peut faire les isotopes, on peut faire une scintigraphie dans ce pays, alors qu'on en a vraiment besoin. Vous voyez? Bon, ça c'est pour faire le diagnostic. Quand vous regardez même ce qu'on appelle l'anatomie pathologique, là aussi il y a d'énormes problèmes. Je prends l'exemple du cancer du sein. Vous savez qu'ailleurs, on ne soigne plus tous les cancers du sein de la même façon. Chaque cancer du sein maintenant a un nom. Parce que vous avez des signatures moléculaires. Vous avez beaucoup d'éléments biologiques qui viennent vous apporter des informations. Vous avez même des éléments biologiques qui vous donnent une valeur prédictive de la réponse thérapeutique. Donc ça a beaucoup changé. Vous voyez, c'est l'oncologie du 21e siècle. Nous, au niveau de laboratoire, on n'a pas tout ça. L'imagerie, c'est difficile. Et puis vous regardez la partie de la chirurgie. L'un des volets du traitement, la chirurgie. Le professeur, j'ai envie de rire parce que j'ai dit, vous faites finalement pif. Ah oui, mais malheureusement, oui, malheureusement. Non, c'est un problème sérieux. On essaie de soigner tous les cancers de la même façon. Non, ça a changé. Mais comme on n'a pas tous ces éléments-là, mais on essaie de faire ce qu'on peut. Mais heureusement qu'on est là pour le faire, puisqu'on a quand même des guérisons. Mais si on avait tout cet environnement de la biologie, de l'imagerie, de la napate, monsieur Sony, croyez-moi, on est là, on guérit beaucoup. On est là, on guérit beaucoup, c'est le combat que nous... Mais cette émission, c'est pour aller un peu vers ce combat-là. On en parle aujourd'hui, on en parle avec passion, mais parce qu'on est malheureux. Vous croyez qu'on est heureux quand on voit ces personnes décédées tout le temps? Alors que c'est les gens qu'on aurait pu guérir. Donc, déjà, quand je prends le volet de la chirurgie, on a un problème. On n'a pas beaucoup de chirurgiens oncologues. Mais il faut les former, les chirurgiens oncologues. Là, c'est l'État qui doit mettre en place des moyens pour qu'on envoie nos jeunes en formation à l'étranger. Mais parfois, on les envoie aussi et puis ils restent là-bas. C'est ça le problème. Avec l'argent de l'État, ils restent... Non, je crois que le politique... Ils excellent là-bas, ils ne reviennent plus. Non, je crois que le politique a aujourd'hui conscience que le médecin congolais est très très mal payé. Je prends l'exemple d'un jeune médecin qui commence, il gagne 90 000 balles. Vous avez un caporal-chef qui gagne parfois 100 000 francs. Alors attendez, on n'a pas fait l'étude de médecine 7 ans après le bac pour gagner 90 000 francs. Ça n'a aucun intérêt, ça. C'est même aberrant. Donnez de l'argent à ces jeunes-là, vous n'aurez plus les médecins à l'étranger. Vous les aurez à Dolisie. Vous savez qu'à Infono, il n'y a pas de médecin, l'hôpital est même fermé. Parce qu'il n'y a personne. À Dolisie, il n'y a rien. On vient de faire un puissant, il n'y a rien. Au CHU, il n'y a personne. Alors, recrutez les médecins, donnez des salaires conséquents, vous gardez vos enfants. Vous trouvez normal que le Congo sorte de l'argent pour former nos enfants et que ces enfants partent à l'étranger et qu'ils ne reviennent pas? Mais sur le plan économique, c'est un non-sens. La fouille des cerveaux. Oui, la fouille des cerveaux. Et quand le médecin arrive, il habite une combo parce que les maisons ici, ça coûte cher. Et quand il y a une urgence, il faut qu'il... Ça, c'est des choses qui peuvent se régler, ça. Sur le plan politique... Non, je n'ai pas fini, parce que je parlais des traitements. Donc, vous allez discuter de la partie de la chirurgie. Maintenant, vous venez à la radiothérapie. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on a une bombe à cobalt qui a été rénovée. Ben, il n'y a personne derrière. Donc, il n'y a personne. Et puis, vous avez la partie qui nous concerne, parce que moi, je suis chimiothérapeute. Mais je n'ai pas les nouvelles molécules. J'en ai quelques-unes, mais j'aurais bien voulu avoir les nouvelles molécules. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les thérapies ciblées. C'est ça qui a révolutionné la prise en charge des cancers aujourd'hui. Les thérapies ciblées. J'ai la chance d'aller plusieurs fois dans les séminaires. Et puis presque tous les 2 mois dans les congrès. C'est vrai que le langage a totalement changé. Mais je vais dans les congrès pour apporter ce langage-là aux jeunes que nous formons. Parce que s'ils n'ont pas ce vocabulaire, n'ont pas le langage, quand ils vont chez les autres, ils ne comprennent pas. Ils sont totalement désarmés. Ils sont largués. Ah oui, bien sûr. Vous voyez? Donc, on a des difficultés partout. Partout. Ouais, ma sœur. Je parlerai également dans mon domaine, les soins palliatifs. Les difficultés que nous rencontrons, d'abord, je crois qu'on l'a évoqué, les malades arrivent lorsque la maladie a atteint un stade vraiment avancé. Et en ce moment, la personne a besoin des soins palliatifs. Et pour l'instant, la seule association qui s'occupe des soins palliatifs au Congo-Brazzaville, c'est l'association congolaise Accompagnée, dans toute la sous-région, je dirais, francophone. Et c'est une discipline qui n'est pas connue dans notre pays. Voilà une première difficulté que nous rencontrons.
Donc les soins palliatifs, c'est comme une affaire de l'association congolaise accompagnée. Il n'y a que l'association congolaise accompagnée qui le fait et il n'y a pas assez de membres de l'association congolaise accompagnée. Ailleurs, c'est l'État qui a pris les choses en main et puis les associations sont venues après. Mais là, c'est une association qui commence pour... Et l'État n'accompagne pas, n'aide pas? Non. Les bénévoles préfèrent donner de l'eau aux réfugiés alors qu'ils pourraient... Tout à l'heure, le professeur a dit qu'ils se cotisent parfois dans les services. C'est aussi le cas de l'association congolaise accompagnée. Il nous arrive de nous cotiser pour pouvoir aider un malade. Et c'est vraiment une difficulté parce que le travail sur le terrain est très difficile. À l'hôpital, peut-être, mais lorsque nous allons au domicile des malades, d'abord, les malades sont très pauvres et les conditions ne sont pas réunies. Nous avons une équipe mobile à Brazzaville, donc une équipe formée d'un médecin, des infirmiers et des bénévoles qui vont gratuitement au domicile des malades. Et il y a parfois des plaies cancéreuses. Il faut faire des pansements chaque jour parce que les malades, aller chaque jour à l'hôpital pour les pansements, ils n'ont plus de moyens. Ils n'ont plus de moyens, ils préfèrent rester. Il y a parfois des parents qui font eux-mêmes les pansements. Et c'est l'équipe mobile qui fait ce relais-là. Mais ça épuise aussi, c'est très difficile, c'est une difficulté. Donc, la vulgarisation des soins palliatifs dans notre pays et que vraiment les autorités prennent les choses en main. Donc, le message, c'est que la journée mondiale des soins palliatifs, je crois que c'est samedi dernier que vous avez fêté, enfin célébré, pas fêté, mais célébré, vendredi dernier. Oui. Et donc, vous avez eu l'occasion de lancer un message. C'est peut-être l'occasion aussi de leur dire que, bon, la solidarité, oui, mais il faut que les pouvoirs publics mettent la main à la poche. Est-ce que nous ne sommes pas victimes, nous aussi, de notre propre système qui consiste à se désengager dans ce nombre de domaines? L'État n'est plus, c'est pas l'époque de l'État-providence. Monsieur, je rebondis sur ce que vous dites. Vous savez, ailleurs, il y a ce qu'on appelle la sécurité sociale. Vous avez été en France, vous avez étudié là-bas, vous êtes resté longtemps, et moi je suis resté longtemps en Belgique. Il y a la sécurité sociale, c'est la solidarité. C'est une solidarité. Parce que si vous n'avez pas de sécurité sociale, vous ne pouvez pas accéder au traitement du 21e siècle. Ça coûte cher, donc chacun porte un peu. On a besoin de cette solidarité-là. Mais elle doit être managée, gérée, canalisée par les pouvoirs publics. Donc il ne faut pas qu'on dise que l'ère de l'État-providence c'est passé. Non. Pour la maladie, on a besoin de cela. On a besoin de cela. Monsieur Sony, le cancer n'arrive pas qu'aux autres. On les voit là parfois, les autorités politiques, comment ça pleurer dès qu'ils ont un parent atteint d'un cancer. Oui, vous pleurez parce que c'est votre parent. Mais le bébé qui est en train de mourir d'un cancer là, qui n'est pas votre enfant, mais vous êtes interpellé par cela. Alors, on veut qu'ils soient tous interpellés dès ce soir. C'est-à-dire que chacun bouge. Donc, nous soyons tous libres et égaux, on doit faire face à la maladie et que nous ayons le même traitement. Comment on peut soigner le cancer? Vous m'avez dit la chimiothérapie. Il y a quoi? Non, il y a la chirurgie, il y a la radiothérapie, il y a la chimiothérapie. Ouais. Bon, on met l'hormonothérapie et la thérapie ciblée dans le contexte de la chimiothérapie. Voilà essentiellement les trois armes importantes du traitement. Mais quand on a ces trois armes-là, la chimio, la radio, la chirurgie, comment on peut expliquer que nous soyons encore en difficulté? C'est-à-dire certaines familles se retrouvent encore en difficulté, poussées à vendre les parcelles ou sinon aller s'endetter. Oui. Décidément, on ne comprend plus rien. On parle de ça depuis l'émission, c'est une question de coût des traitements. Le traitement est lourd, il coûte cher. Donc c'est une maladie de riche finalement. Bon, ça dépend comment on prend le mot riche. C'est-à-dire que quand on est atteint d'un cancer, mieux vaudrait être riche dans ce pays que d'être pauvre. Parce que si vous n'avez pas l'argent, c'est très, très difficile. Parce que les traitements du cancer sont bien organisés. Vous ne pouvez pas commencer une chimiothérapie aujourd'hui. Vous arrêtez. Vous attendez 2 mois et vous revenez. Non, ce n'est pas possible. Même quand vous prenez aujourd'hui, le mois prochain, vous prenez une deuxième cure. Mais il faut que ça suive. Malheureusement, quand les gens ont pris deux cures de chimiothérapie, d'abord les parents commencent à fuir les malades. S'ils abandonnent, nous on les voit là. Les malades sont abandonnés.
le frère ou le père ou la maman. Ah non, non. Par exemple, le mari, on le vit là. Les risques de rechute sont c'est évident. Vous avez titillé les cellules cancéreuses, vous arrêtez, vous ne continuez pas à les agresser. Mais elles vont se rebeller. Et si elles se rebellent, c'est une catastrophe. Monsieur Stéphane, vous avez appris ce que le professeur Mouton vient de dire. On prend une vocation politique, on décide, on dit bon, il faut donner la source au combat à l'hôpital. Elle est venue. On fait venir les Marocains qui viennent, qui travaillent dans notre service. Pendant 3 mois, ils ont éradié les malades. Et après, les Marocains disent un jour que nous sommes partis chez nous et il n'y a plus rien, on ne peut plus éradier. Tous les malades qu'ils ont éradiés, un à un, donc... redevient malade. Non, 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 meurt. Pas, non. Monsieur, non. Non, monsieur Ibarra, non, je crois qu'il ne faut pas être excessif. Non. Non, je crois qu'il ne faut pas être excessif. Tous les malades ne meurent pas. Bon, enfin bon, il va quand même, il y a une dégénérescence quand même. Non, tous les malades ne meurent pas. Non, je comprends. Il aborde le problème des cancers avec passion parce qu'il vit cette pathologie au quotidien. C'est normal. Nous formons une équipe. Je comprends qu'il soit passionné. Non, tous ne meurent pas. C'est vrai que quand la convention a été signée, nous n'étions pas là. On ne sait pas ce qui s'est réellement passé. Bon, aujourd'hui, on essaie de rattraper les choses. C'est un peu difficile. On a un seul jeune en formation, il serait qu'ils sont au moins 5 ou 6. Parce qu'avoir une seule personne, c'est jamais bon. Hein? Donc, je crois qu'il faut garder espoir et se dire que les autorités politiques auront à cœur nos doléances, nos problèmes, nos soucis, pour qu'elles rebondissent. Hein? Pour qu'on essaie de soigner ces malades qui, au demeurant, sont extrêmement malheureux. Mais est-ce que... Je ne sais pas, vous parlez de façon triviale, vous ne pouvez pas faire un moratoire et puis indiquer cela dans un moratoire, adressé peut-être pas au ministre, mais directement au chef de l'État, parce qu'il est le chef de l'exécutif et c'est lui qui décide en place et lieu. Et finalement, vous serez peut-être beaucoup plus entendu que les apôtres, non? Bon, mais nous avons un ministère, hein, c'est le ministère de la Santé, qui est très au courant des problèmes de la cancérologie de ce pays. Puisque notre ministre lui-même, il est professeur de médecine, donc lui aussi il vit au quotidien les problèmes des cancers chez l'enfant, parce que je vous fais observer qu'il est pédiatre. Nous avons le directeur général de la santé, qui est le professeur Elira, qui est également un hématologue oncologue, donc qui soigne également les cancers du sang. Donc ils sont tout le monde au fait de ce qui se passe dans ce pays. Maintenant, il faut qu'on se mette ensemble, pour rédiger une fois pour toutes ce plan national de lutte contre le cancer. Attendez, c'est pas quand même compliqué. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous avez le plan. Vous allez au Mali, vous avez le plan. Rédigeons le plan national de lutte contre le cancer. On peut le rédiger. C'est une affaire d'une semaine, ça. Vous prenez les experts, ça s'asseyent et le rédigent. Oui, mais une fois rédigé, est-ce que ça va pas une fois rédigé, non, une fois rédigé, il faut mettre... que ça soit dessus. Non, une fois rédigé, il faut mettre en place un leadership. Il faut mettre en place un leadership qui va faire la promotion du plan. Pour que les autorités politiques... Mais est-ce que votre discours est compris d'abord? Est-ce que votre discours est compris lorsque vous parlez de cancer avec passion? Est-ce que c'est compris? Est-ce que ce n'est pas bon, l'affaire du professeur Nkwama, du professeur Ngomé Balawa? Est-ce que c'est compris? Mais le service de cancérologie existe depuis 30 ans au CHU. Je crois que chacun d'entre nous a eu dans sa famille un cas de cancer. Si on a eu un cas de cancer, ça veut dire qu'on connaît un peu le cancer. Mais le problème, c'est que, comme l'a dit Mme Tsondé tout à l'heure, dès qu'on parle cancer, on voit mort. Non. On arrive à guérir aujourd'hui 75% des cancers. On arrive à guérir 75%. Lorsque c'est diagnostiqué à temps. Diagnostiqué à temps, vous avez une bonne prise en charge, vous avez vos moyens thérapeutiques, mais vous guérissez les malades. Nous, on est à une guérison sur 10. Donc, on est largement en deçà. Alors qu'on a, et les hommes, aujourd'hui, dans le service, pour faire ce traitement, pour se battre contre la maladie. On peut. Qu'on mette à notre disposition les moyens, c'est tout. On ne demande pas grand-chose, on demande les moyens. Très bien. Et moi, je dirais même que si on a mis un plan national de lutte contre le sida, on peut le faire pour le cancer. Ouais. Si on se met ensemble et si on essaie de voir la gravité de la chose, l'urgence de la chose en ce moment, et on peut le faire.
ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut aussi m'arriver à moi. Ce qui arrive à l'autre, c'est peut-être... Je dois me dire que ça peut m'arriver à moi aussi. Et lorsqu'on se met à cet endroit, on peut faire beaucoup de choses. Bon, avant que le plan d'action de lutte contre le cancer n'arrive, est-ce que entre la gratuité des médicaments qui soignent ces pathologies-là et la mise en place du plan d'action de lutte contre le cancer, quelle sera en priorité la requête que vous pouvez formuler à l'endroit des pouvoirs publics? Si on met en place le plan national de lutte contre le cancer, naturellement la gratuité et la subvention se retrouvera là-dedans. Maintenant, si on a des difficultés pour mettre en place ce plan national de lutte contre le cancer, on peut envisager que l'on prenne en charge gratuitement ces cancers, comme on le fait pour la drépanocytose, je crois, et comme on le fait pour le paludisme. Je crois qu'il y a moyen. Il suffit de mettre à la disposition des praticiens, je crois que c'est 400 millions ou 600 millions, il faut observer que c'est rien du tout. Hein. Quand on voit ce que les uns et les autres font dans ce pays, on dit, un individu peut, parfois dans sa maison, 400 millions, 600 millions. Mais de grâce, mettez cet argent-là à la disposition de ces malades pour qu'on les soigne. Mais il est impératif qu'on aille vers un plan national de lutte contre le cancer. Très bien. Donc nous arrivons à la fin de l'émission. Vous voyez qu'on a traversé très rapidement l'heure sans même se rendre compte. Alors, dernier tour de table. Pour dire, est-ce qu'on peut évacuer dans notre esprit, docteur Ntsondé, que cancer n'égale pas la mort? Parce que même lorsque j'ai lu dans l'introduction des papiers, on m'a dit que lorsqu'on parle souvent du cancer, ben, il n'est pas loin d'associer le mot cancer à la mort. Est-ce qu'on peut enlever cette espèce de psychose lorsqu'il s'agit du cancer? Oui, moi je pense que du haut de cette tribune, il faut que la population congolaise, la population congolaise en général, parce que nous sachions que le cancer existe bel et bien dans notre contrée. Il atteint et l'enfant, l'adulte, le vieillard, sans exception. Et que c'est une maladie, hein, les cancers, ce sont des maladies qui peuvent être traitées quand le diagnostic est fait tôt, chez l'enfant, tout comme chez l'adulte. Donc, quand on a quelque chose d'anormal, c'est de savoir consulter, c'est-à-dire il ne faut pas faire du CHU une barrière, parce que généralement, quand les malades arrivent à un stade très tardif, ils ont tourné par-ci, par-là, et ils sont passés entre les mains des gens, tout ça, ne sachant pas qu'il peut aussi avoir le cancer, mais aller au CHU, il ne faut pas faire une barrière pour arriver au CHU, c'est-à-dire là où ils peuvent rencontrer des cancérologues, hein, rencontrer un cancérologue, afin que le diagnostic soit posé tôt et pour pouvoir bénéficier des succès du traitement. Sinon, pour éviter que le traitement soit, qu'il y ait beaucoup de séquelles du traitement anticancéreux. Hein. Et je voulais aussi ajouter ce que le professeur Nkwamba venait de dire, c'est que nous, aujourd'hui, pour traiter le cancer qui peuvent être traités par radiothérapie, nos malades partent au Cameroun, mais tous ne peuvent pas aller au Cameroun. Alors, mais si le diagnostic est posé tôt sur certaines localisations cancéreuses, ils peuvent aussi bénéficier du succès du traitement. Donc il faut arriver à ce point-là qu'on comprenne que le cancer peut arriver chez moi, l'autre, un tel autre, ça peut arriver, mais diagnostiquer tôt, traiter et que nos autorités sachent que le cancer pose également un problème de santé publique. Un programme national contre le sida, eh bien, un programme national contre le cancer serait aussi souhaitable dans ces conditions pour pouvoir prendre en charge et améliorer la qualité de la prise en charge du malade cancéreux dans notre contrée. En tout cas, je crois qu'il nous écoute, il nous regarde, je crois, à cette heure-ci. Et puisque nous sommes rediffusés aussi le vendredi à partir
18h sur Force One, donc nous regarderons encore une deuxième fois, et à Pointe-Noire aussi. Voilà. Pour ça, vous voulez acheter quelque chose? Oui, j'ai un message pour nos compatriotes. C'est leur dire que la lutte contre les cancers passe par la prévention, par le dépistage, par le traitement, et j'ajouterai par la surveillance. Prévention, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je vois immédiatement vaccination. Vous voyez, on a commencé à vacciner nos enfants contre le virus de l'hépatite B. Je suis convaincu que dans les 20 années à venir, nous aurons de moins en moins des cancers du foie. Si on peut mettre en place une étude de faisabilité du vaccin contre le virus du papillome humain, dans 30 ans, le cancer du col peut disparaître. Dépistage, ça veut dire que si on peut dépister les lésions à leur début, avant que l'état ne devienne vraiment un cancer, on épargne les personnes du cancer. Donc, dépistage pour le cancer du col de l'utérus, il est fait au CHU de Brazzaville, dans notre service. Il est fait à la clinique Léono, parce que là, il y a même des ONG qui ont pris conscience de ces problèmes, qui ont organisé avec nous à Léono une campagne gratuite de dépistage. Je ne veux pas citer le nom, mais je veux quand même le faire. C'est l'épouse du général Ndengue qui est venu nous voir avec son association. Et on a fait ce travail-là. Mais on a eu à dépister, malheureusement, qu'il y a cas de cancer, vous voyez. Puisqu'ils sont dépistés trop tôt, donc, on va porter la guérison à ces dames-là. Et puis enfin, le traitement. Le traitement, c'est là où nous attendons vraiment beaucoup des pouvoirs publics, nous aider, mettre en place un réel plateau technique pour que nous soignons les compatriotes. On ne peut plus continuer à laisser les parents dans cet état-là. Ce n'est pas possible. Ma soeur, avant que vous ne preniez la dernière parole, peut-être que vous en parlerez mieux que moi de ce premier congrès international francophone d'accompagnement et des soins palliatifs qui aura lieu à Lyon du 28 au 30 juin 2011. Enfin, c'est l'année prochaine, mais enfin, en tout cas, vous prenez déjà vos marques. Alors, donc, finalement, vous êtes la première association au Congo et même dans la sous-région. Aujourd'hui, vous êtes affilié au sein des grandes associations au niveau international. Bon, ça considérera quoi ces retrouvailles-là? Est-ce qu'on va vous donner la méthode, une nouvelle méthode pour accompagner les futurs morts, c'est ça? Au fait, c'est le but de ce congrès. Au fait, le congrès organisé par la Société française d'accompagnement et des soins palliatifs. Cette société a l'habitude d'organiser des congrès, mais au niveau national. Et ce sera le premier congrès international francophone, donc pour tous les pays francophones. Ce congrès a pour but de mettre en commun nos expériences. Au Congo-Brazzaville, nous n'avons pas la même expérience qu'en France. Et ensemble, nous allons voir qu'est-ce que chacun a essayé de faire au niveau des soins palliatifs dans son pays, selon sa culture, selon les réalités rencontrées dans son pays. Ici au Congo, tout à l'heure, nous avons parlé des difficultés au niveau de traitement de cancer, mais c'est peut-être pas la même chose qu'on rencontrera en France. Et puis, ce que j'aimerais dire aussi, concernant la maladie du cancer, malheureusement, il y a des gens qui sont déjà arrivés à une étape avancée de la maladie et qui sont dans les domiciles, qui ont besoin de présence, qui ont besoin de soutien et qui ont besoin, et ces personnes et leurs familles qui ont besoin de tierces personnes pour être à leur écoute, leur venir en aide. Donc, l'association congolaise accompagnée est ouverte à toutes les personnes qui voudraient bien partir vers nos frères et sœurs qui souffrent dans les maisons. On peut vous joindre quelque part au cas où, oui, on souhaiterait venir à vous? Alors, il y a le siège de l'association à la cathédrale. Vous venez d'inaugurer, non? Le nouveau siège, c'est dans la rue Mpangala, mais ce n'est pas encore inauguré. Donc, pour l'instant, nous utilisons l'ancien siège à la cathédrale Sacré-Cœur de Brazzaville. Et puis, il y a le 551 08 28, le numéro de téléphone. Donc, on peut vous joindre là-dessus. 551 08 28. Très bien. Et c'est le numéro de la présidente de l'association, donc la sœur Eliane Julienne Boukaka. Et s'il y a aussi des gens qui
qui veulent bien contribuer, aider toutes ces personnes que nous accompagnons, ben, la porte est ouverte. La porte est ouverte. C'est gentil. Alors, Madame Nyama, vous, comme on dit ailleurs, c'est vous qui faites le sale boulot, finalement, de prendre toute la charge émotionnelle de ces malades. Message. C'est pas un sale boulot. C'est moi qui le définis comme ça, parce que j'imagine que être en face de quelqu'un qui est vraiment en train de péricliter, je ne suis pas sûr d'avoir la force de caractère comme vous avez pour résister. Le dernier message, c'est leur dire de ne pas fuir l'hôpital. Ouais. De ne pas fuir l'hôpital, de venir, quand ils se sentent mal, de venir à l'hôpital au lieu de rester à la maison. C'est ça. Donc, et vous serez toujours là pour les accompagner. Pour les accompagner. Très bien. Monsieur Ibarra, la fougère est descendue. Oui, oui. Je crois que je dirais tout simplement que merci pour cette collaboration. Je crois que c'est déjà une sonnette d'alarme. Mais ce que je peux seulement dire de cette tribune, c'est que le registre des cancers, c'est un instrument très important pour la mise en route de la politique nationale contre cette maladie cancéreuse. Si on améliore cet outil, on a des chances d'améliorer la politique et gagner donc le combat en amont. Alors, au moment où je vous parle, nous sommes vraiment dans la détresse parce que notre registre des cancers n'a pas de financement. Alors, comme l'a dit le professeur Nkwambo, il y a... En fait, avec les moyens de bord. Avec les moyens de bord. Et il y a même là, sur les 500 cas qu'on déclare pas en nouveau cas, il y a même plus que ça. Parce que, je vous dis que le registré que je suis obligé de prendre un taxi, aller à Makelekele, prendre un taxi, aller à Talangaye, prendre un taxi, aller à Blanche-Gomez, prendre un taxi à l'hôpital militaire, prendre un taxi, aller dans une clinique, donc pour aller chercher les données. Alors ça, c'est pas très efficace. Nous sommes en train de parler à l'heure du 21e siècle, on peut travailler avec le rudiment du 19e siècle. Voilà. Ouais. Donc, nous devons travailler en réseau. Donc, la sonnette d'alarme, il faudrait qu'on pense à financer cet outil qui est très important. Créer les conditions pour rendre votre travail optimal et opérationnel. Voilà. Professeur, on va conclure avec vous. J'ai cru lire quelque part aussi que le tabac serait un puissant facteur de cancer, mais apparemment les fumeurs au Congo ne deviennent pas fatalement cancéreux. Est-ce que à ce niveau-là, on peut donner des conseils? Oui, bien sûr. Non, mais ça dit que... Non, je vous titille un peu parce que j'essaie de temps en temps... Oui, bon, d'accord. Oui, d'accord. Non, vous êtes cancérologue. Non, ce que je veux dire... Vous n'allez pas mourir de cancer, mais bon. Non, si on vit un peu plus longtemps, on allait certainement beaucoup mourir des cancers du poumon. Parce qu'on sait que le tabac provoque le cancer du poumon, provoque le cancer de la bouche, le cancer de la gorge, le cancer de la vessie. Il a même écrit dans les cancers du corps de l'utérus. Oui. Mais ce que je voulais dire, pour nos téléspectateurs, je voudrais que vous vous organisez, que vous vous mobilisez. Les dames qui ont été soignées pour les cancers du sein, les cancers du corps de l'utérus, retrouvez-vous dans des associations. Ouais. Venez avec nous qu'on monte ces associations parce que ce combat, nous allons le mener avec vous. Vous et nous sommes capables de vaincre ce problème. Nous avons beaucoup de dames qui ont été soignées pour le cancer du sein, pour le cancer du corps de l'utérus. Mesdames, s'il vous plaît, vous qui nous suivez, retrouvons-nous pour qu'on avance ensemble. Voilà ce que je voulais dire pour le mot de la fin. Merci beaucoup. Mais vous ne m'avez pas dit pourquoi est-ce que c'est connu comme une maladie multifactorielle, le cancer. Ah oui, mais ça c'est dans les facteurs étiologiques. On sait que les causes sont multivariées. Vous avez des causes génétiques. On a abordé
le sujet des cancers héréditaires. Il y a des causes virales de papillome, le virus du papillome humain, c'est un virus qui provoque le cancer du col de l'utérus. Il y a le VIH également, qui peut provoquer l'angiosarcome, le Kaposi. Vous avez certaines bactéries, vous avez comme l'Helicobacter pylori, qui contribuent à l'éclosion du cancer de l'estomac. Vous avez certains parasites, comme le Schistosomium hématobium, hein, qui provoque la bilharziose. On sait que la bilharziose fait le lit, par exemple, du cancer de la vessie. Vous avez les rayons, vous avez les produits chimiques, comme les benzènes, ceux qui travaillent dans l'environnement du pétrole. Ce n'est pas pour les apeurer, mais il faut faire également attention. C'est pour ça qu'il n'y a pas... L'amiante et tout ça là... Mais bien sûr, l'amiante a été incriminé pour le cancer de la plaie, le fameux mésothélium. Vous savez qu'aujourd'hui, le mésothélium est considéré comme une maladie professionnelle. Mais ça a été un combat. Tout à fait. Ça a été un réel combat. Donc, on a fait évoluer les matériaux de construction dans certains pays pour éviter qu'il y ait trop d'amiante parce qu'il y avait des risques. Bien sûr, bien sûr. Merci professeur, merci à tout le monde. Merci à vous qui avez répondu positivement à notre invitation. Professeur Nkwambo, Madame Tsonde Malanda, Sœur Talina Kanza, Monsieur Gérard Ibarra et Madame Sidonie Nyama qui ont répondu positivement à notre invitation. Le cancer, une maladie de riches pour pays pauvres. Je ne sais pas si au sortir de cette émission, les gens auront retenu quelque chose, mais si ils ont retenu déjà l'appel lancé par le professeur Nkwambo à l'endroit de toutes ces femmes qui ont été guéries du cancer de l'utérus et du sein, puisque le dépistage ayant été fait à temps, on a réussi à les soigner. Le cancer, dépistage à temps, lorsqu'on détecte, il y a 80% de chances que la personne soit guérie. C'est moi qui donne les statistiques, mais enfin, en tout cas, c'est sûr qu'avec les moyens rudimentaires que dispose le CHU de Brazzaville, ce chiffre-là tomberait peut-être à 40 ou 42%. Mais en tout cas, une chose est sûre, ne pas attendre la phase terminale après avoir accusé la grand-mère de sorcellerie ou l'oncle de sorcier et avoir fait le tour des églises de réveil pour retrouver et écouter la bonne parole et après se rendre compte qu'on n'était pas envoûté, mais plutôt on avait un cancer soit du côlon ou de l'utérus. Donc, vaut mieux s'adresser aux professionnels et il n'y a pas meilleur endroit qu'au CHU, si j'entends ce qui a été dit par nos invités, pour que l'on vous prenne en charge. Mais faut-il encore que les pouvoirs publics se mobilisent pour considérer le cancer comme étant une pathologie au même niveau que le sida qui est en train d'être pris en charge ou en compte par les pouvoirs publics, le paludisme qui également bénéficie de quelques avantages, tout comme le traitement de la drépanocytose. En tout cas, nous avons voulu nous poser la question de savoir le cancer, une maladie de riches pour pays pauvres, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. Le cancer peut nous arriver, à nos enfants, aux membres de notre famille, et nos moyens, nos ressources limitées ne pourront pas nous pousser à faire face. D'où cette prise en charge qu'on peut non seulement solliciter de la part des pouvoirs publics pour rendre ces médicaments-là gratuits ou peut-être à portée de toutes les bourses, si jamais on adopte le plan national de lutte contre le cancer qu'appelle de ses voeux le professeur Nkwambo et certains invités ici, certainement que la réponse sera trouvée à travers ce document. Voilà résumé à peu près cette émission d'1h30. Nous vous remercions pour votre fidélité. Nous vous annonçons la prochaine émission qui n'a pas pu avoir lieu la semaine dernière pour des raisons du direct de MTN Zixstar. Les logements sociaux, oui, mais pour quel public? Alors, nous avons parlé des jeunes médecins qui gagnent 80 000 francs, qui habitent en Kombo, à Massissia. En cas d'urgence, est-ce qu'ils peuvent se déporter très rapidement pour venir au CHU, pour venir assister un malade, surtout qu'à des heures tardives, ils n'ont pas de moyen de déplacement, pas de voiture, parce que leurs ressources ne leur permettent pas d'avoir les moyens de se déplacer. Mais si on leur dotait
de logement, peut-être que ça les aiderait à rentrer plus facilement. Mais est-ce qu'on peut avoir accès à ce logement facilement? Ça sera la question que nous allons poser la semaine prochaine. Le logement social, oui, mais pour quel public? Point d'interrogation. Merci pour votre fidélité. À la semaine prochaine. Générique, s'il vous plaît.